bonsoir, vous êtes sur Oula, il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal, voici le sommaire. Rabat accueille la 15e grande commission mixte de coopération Maroc-Sénégal. L'agriculture, l'énergie, le commerce et l'économie numérique étaient au menu de la réunion. Commission mixte co-présidée par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le premier ministre du gouvernement de la République du Sénégal, Ousmane Sonko. 17 accords ont été signés dans divers domaines. Les ports de pêche connaissent aujourd'hui un certain ralentissement en raison des conditions météorologiques défavorables. À Tanger, les embarcations de la pêche artisanale sont restées à quai en raison du mauvais temps. La navigation dangereuse pour les petites embarcations ont entraîné la suspension de l'activité de la pêche artisanale et une baisse importante des débarquements du poisson. En fin de cette édition, nous prendrons la direction de la baie de Dakhla qui constitue le deuxième site d'hivernage du Maroc pour les oiseaux migrateurs. Un joyau naturel qui fait partie donc également des écosystèmes côtiers les plus importants sur la façade atlantique du Maroc. La baie de Dakhla, c'est aussi la destination mondiale du surf et du kitesurf. Une destination touristique par excellence qui possède le plus grand stock de poissons pélagiques du royaume. Rabat accueille la 15e grande commission mixte de coopération Maroc-Sénégal, réunion co-présidée par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Les deux parties ont exprimé la volonté des deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, de porter la coopération bilatérale à des niveaux multidimensionnels. 17 accords ont été signés dans divers domaines, notamment l'agriculture, le commerce et l'économie numérique. Sophia Fukrout. Entre le Maroc et le Sénégal, une amitié plusieurs fois centenaire et des liens humains, spirituels et économiques étroits. Dans son allocution, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch place cette coopération dans un contexte plus actuel. Il met en avant le rôle pivot du Sénégal dans les initiatives royales visant à consacrer le développement en Afrique, notamment l'initiative royale atlantique qui vise à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. شهدت علاقتنا قفزة نوعية لا سيما منذ انتخاب فخامة السيد باسيرو ديوماي فاي رئيسا لجمهورية السنغال. Nos relations bilatérales ont connu un saut qualitatif, surtout après l'élection de son Excellence Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal. Ce développement s'est concrétisé par de multiples visites ministérielles, le renforcement du cadre juridique qui régit la coopération bilatérale et le développement des investissements et des échanges entre les deux pays. Mais le dynamisme de notre coopération et les conjonctures régionales et internationales nécessitent une mise à jour et un renforcement de nos accords. Et parce que cette 15e réunion de la commission mixte Maroc-Sénégal se tient dans un contexte marqué par la finale de la CAN et les malheureux épisodes qui ont suivi, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko défend une relation plus forte que l'émotion suscitée par le football. Cette réunion est une étape politique majeure, dit-il. C'est un voyage de confirmation, de dépassement et de refondation du lien à la hauteur de deux nations qui se respectent, se reconnaissent et se projettent ensemble. Plus que de clore un incident, nos travaux doivent sceller un avenir commun et réaffirmer que l'amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions, que deux peuples frères peuvent traverser l'intensité sans se diviser, que leur avenir commun est appelé à être plus dense, plus structuré et plus ambitieux. Tour à tour, les ministres marocains et sénégalais signent des accords de coopération, 17 au total. Ils concernent notamment l'agriculture, la pêche, l'enseignement, l'industrie, la jeunesse et le numérique. Des accords qui viennent s'ajouter aux 140 déjà en vigueur entre les deux pays, témoignant d'un partenariat ancien et en constante évolution. Prochaine étape dès demain. Les acteurs du secteur privé prendront le relais à Casablanca à l'occasion d'un forum économique destiné à transformer les engagements politiques en opportunités concrètes.
Et avec nous sur le plateau ce soir, Mohamed Chkoundi, enseignant-chercheur, spécialiste des investissements et dynamiques du développement en Afrique. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, le Premier ministre sénégalais a décrit la réunion de la 15e commission mixte Maroc, donc Sénégal, comme un moment politique majeur. Alors, pourquoi est-elle si importante? Oui, c'est une commission mixte qui est très importante parce qu'il a toute sa place pour plusieurs raisons. On peut citer rapidement trois. La première, ça a été rappelé par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, c'est la temporalité sportive. Mais la temporalité sportive, comme son nom l'indique, elle est de registre de provisoire. Donc, ça déchaîne les passions, mais c'est de l'émotionnel. Et les deux, c'est-à-dire les deux chefs d'État, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, M. Ousmane Sonko, Premier ministre, ils ont montré que l'amitié entre le Maroc et le Sénégal résiste à tous les temps et il n'est pas de registre de l'émotionnel parce qu'on est dans tout ce qui est profond. Il y a de la profondeur dans les relations. La deuxième raison, c'est que nous savons que nous avons affaire à un nouveau système de gouvernance au Sénégal. La personne incarnée par le président, M. Diomaye Faye, et le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Et donc, bien évidemment, ils accordent une place importante au développement et ils accordent une place encore importante à tout ce qui est intégration continentale. Et donc, on comprend aussi, à la lumière de ce raisonnement, que le Maroc joue un rôle important en Afrique au regard de son expérience multidimensionnelle et son rapport il est aussi multidimensionnel à la hauteur de son expérience accumulée en matière de développement qu'il met volontairement à la disposition des autres pays de continent, y compris le Sénégal. Et nous avons vu tout à l'heure que le Sénégal est demandeur de cette expérience marocaine ô combien importante. Le troisième élément, peut-être les crises actuelles. Nous sommes dans un monde marqué par des crises et ça interpelle, ce sont des crises bien évidemment qui interpellent le continent. Et donc ici, la coopération afro-africaine est perçue par plusieurs dirigeants africains comme une ressource stabilisatrice. Donc si toutes ces raisons prises ensemble nous expliquent l'importance de cette commission mixte et aussi l'attachement qu'accordent le Sénégal et le Maroc à l'approfondissement. Parce qu'une amitié profonde qui date de plusieurs siècles a besoin d'être à chaque fois alimentée, entretenue par les expériences que les pays de part et d'autre arrivent à acquérir. Et le Maroc, on sait qu'il a beaucoup d'expérience dans plusieurs domaines, comme ça a été montré dans les conventions et accords qui ont été signés tout à l'heure. Donc les deux pays, ils font montre de cette volonté d'aller encore beaucoup plus loin et en profondeur dans cette relation qui devient de plus en plus stratégique. Donc nous avons d'abord cette relation, elle est historique, il restera toujours historique, séculaire, elle est en train de devenir de plus en plus stratégique parce qu'il y a beaucoup de dimensions qui participent déjà et qui participeront d'une manière significative au développement des deux pays. Alors pour parler des accords, 17 ont été signés donc aujourd'hui. Un forum économique sera organisé également demain. Quels sont les domaines de coopération porteurs pour les deux pays? Je crois que les deux pays, ils montrent cette volonté aussi de donner un coup d'accélérateur et de renouveau à leur cadre partenarial parce que c'est important. Il y a la crise internationale, il y a les opportunités. Les deux pays, aussi bien le Maroc que le Sénégal, ils veulent convertir la crise actuelle en opportunité. Il y a des opportunités par rapport à l'économie numérique, il y a eu des conventions par rapport à l'économie numérique, l'intelligence artificielle et aussi nous avons vu que le Sénégal est très demandeur de cette expérience marocaine dans ce que l'on appelle les infrastructures industrielles. Le Maroc fait partie des rares pays, j'ai envie de dire, des rares pays africains qui ont su tirer profit de la mondialisation par le biais de l'insertion dans les chaînes de valeur en aménageant des zones industrielles intégrées, c'est ce qu'on appelle des zones économiques spéciales. Le Maroc attire des investissements de partout, c'est-à-dire des investissements européens, américains, asiatiques. Et cette expérience, bien évidemment, commence à intéresser des pays africains, au premier rang desquels il y a, c'est-à-dire le Sénégal. Donc il y a eu des conventions en matière de mise à contribution de cette expérience marocaine dans le domaine de l'aménagement des zones industrielles la mettre à la disposition du Sénégal. Après, nous avons l'agriculture. Le Maroc aussi. Moi, je pars toujours du principe que le Maroc il a accumulé, de par les expériences en mettant en place des politiques publiques. Si on s'attarde un temps soit peu sur l'agriculture, le Maroc a fait des efforts importants pour moderniser son agriculture et pour créer ce que l'on
l'on appelle des chaînes de valeur agricoles, c'est-à-dire la modernisation de l'agriculture par le biais de l'usage des engrais, après d'autres domaines tels que la commercialisation, l'accompagnement des agriculteurs, l'assurance, et ainsi de suite. Donc le Sénégal, qui tire déjà profit de cette expérience marocaine, parce qu'il y a eu déjà, lors de la visite effectuée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en 2016 au Sénégal, il y a eu des conventions signées dans ce domaine. Donc le Sénégal veut encore des accords dans ce domaine. Donc l'expérience marocaine en matière d'agriculture plutôt, intéresse le Sénégal. Et il y a aussi, j'ai parlé déjà des infrastructures, il y a la formation, c'est-à-dire le Sénégal veut aussi tirer profit de cette expérience marocaine dans le domaine de formation. Et il y a bien d'autres domaines. Après, nous avons vu aussi que les deux pays sont engagés dans les initiatives de portée continentale. Parce qu'au regard de ce contexte actuel empli de crise, on ne peut pas, un pays à lui seul ne peut pas tout faire. On a besoin de renforcer notre collaboration, on a besoin d'investir dans ce que j'appelais tout à l'heure les ressources stabilisatrices qui s'incarnent dans les initiatives portées par Sa Majesté le Roi, telles que l'initiative des pays africains riverains de l'Atlantique qui intéresse le Sénégal et qui serait bénéfique pour le Sénégal, bien évidemment, et le gazoduc atlantique, bien évidemment. Et justement, Mohamed Chikoundé, donc, et cela d'ailleurs a été rappelé donc, par Aziz Akhnouch, le Sénégal est un allié historique du Maroc. Il a aussi mis en avant son soutien à la marocanité, bien entendu, du Sahara, à l'initiative atlantique, vous venez d'en parler, au projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Bien évidemment, on sait que le Sénégal, ça a toujours été un soutien indéfectible à la cause marocaine par rapport à notre Sahara. Et donc le Sénégal, il a toujours été aux côtés de Maroc. Donc ça, c'est indiscutable. Après, le deuxième élément, c'est que le Sénégal, il sait aussi, bien évidemment, la portée des projets continentaux lancés par le Maroc. Il y a une initiative des pays africains riverains de l'Atlantique. Cette initiative n'est pas une simple initiative, c'est-à-dire elle renouvelle de fond en comble, j'ai envie de dire, le paradigme d'intégration. À partir du moment où l'objectif étant d'inciter les pays africains à investir dans l'intelligence collective pour qu'ils puissent mettre en place des projets collectifs. On peut parler des projets en matière d'énergie renouvelable, en matière de création, de génération, de production d'électricité. Après, ce que on peut appeler des zones industrielles d'intégration, surtout que les pays le long de l'Atlantique, ils ont des minerais stratégiques. Et c'est-à-dire les minerais stratégiques sont plus que jamais d'actualité au regard de leur importance, ô combien stratégique pour tout ce qui est production d'énergie renouvelable, pour tout ce qui est production de véhicules électriques. Et donc je pense que le Sénégal prend de plus en plus conscience de l'importance d'envisager le développement dans une dynamique continentale. En plus de fait que le gazoduc atlantique, Maroc-Nigeria, ce qu'on appelle Maroc-Nigeria, il intéresse le Sénégal parce que le Sénégal vient de faire des découvertes importantes, et le Sénégal et la Mauritanie, de gaz, de pétrole. Et quand on parle de gazoduc, il faut l'extraire d'abord, le gaz, et il faut l'acheminer. Et donc là, c'est une infrastructure qui s'inscrit dans le cadre, il faut insister là-dessus, dans le cadre de la mutualisation. La mutualisation des infrastructures, c'est aussi, ça fait partie d'une innovation marocaine en quelque sorte. C'est-à-dire, plutôt que chaque pays, à titre personnel, va investir seul, à titre unilatéral dans la création des infrastructures, ça c'est extrêmement coûteux. C'est un ensemble de pays qui se mettent ensemble pour créer des infrastructures qui pourraient être bénéfiques pour l'acheminement de gaz, mais pas que. La création aussi des projets structurels dont les pays africains ils ont désespérément besoin. Mohamed Chikoundé, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur spécialiste des investissements et dynamique du développement en Afrique. Merci. Merci à vous. Sachez par ailleurs que le Sénégal réitère son soutien ferme et constant à la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint adopté à l'issue des travaux de la Grande Commission maroco-sénégalaise. Focus à présent sur les investissements marocains au Sénégal. Le secteur des banques et assurances se taille la part du lion, mais les opportunités sont prometteuses pour d'autres domaines. Depuis Saint-Louis, les explications de Brahim Gueye, économiste sénégalais. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous avons Attijari Wafa, mais aussi la Banque populaire du Maroc qui investissent de manière relativement conséquente. Aujourd'hui, le groupe leader au niveau du secteur bancaire au Sénégal est une filiale de Attijari Wafa, CBAO.
On a Bank of Africa aussi, qui est une filiale de banque marocaine. On a sur le plan de l'assurance aussi Wafa Assurance qui est présent sur le marché sénégalais. À mon avis, il y a plusieurs pistes qui pourraient être envisagées en termes de collaboration entre le Maroc et le Sénégal. On partage par exemple le phosphate. Je pense que l'expérience marocaine pourrait servir à l'exploitation du phosphate au Sénégal. On peut aussi parler du secteur des transports. Je pense qu'aujourd'hui, la place que représente la Royal Air Maroc dans la place africaine, mais même au-delà, est un exemple assez important que la compagnie nationale sénégalaise, qui rencontre parfois des difficultés, pourrait aller investiguer. Mais au-delà, je pense que nous sommes liés par une frontière maritime, nous sommes liés par des corridors sur le plan routier. Tous ces éléments-là pourraient servir le développement d'un secteur de transport routier de haut de gamme qui serait d'une très grande qualité. Et ça aussi contribuerait à favoriser des échanges sur le plan commercial et permettrait les produits marocains de venir au Sénégal assez facilement et les produits sénégalais d'aller au Maroc assez facilement. On enchaîne avec un chiffre, 52,6, c'est le taux de remplissage donc des barrages. Les retenues d'eau franchissent un nouveau seuil, une première depuis des années. Selon les dernières données officielles, les retenues avoisinent les 9 000 millions de mètres cubes. Ceci traduit l'impact direct des dernières précipitations enregistrées sur le territoire national. Et puis, l'activité maritime est aujourd'hui affectée par les mauvaises conditions météorologiques de ces derniers jours. À Tanger, les embarcations de la pêche artisanale sont restées à quai en raison du mauvais temps. Les vents forts rendent la navigation dangereuse pour les petites embarcations, entraînant la suspension de l'activité et une baisse importante des débarquements du poisson. Saïd Najah et Zakaria Moukimbillah. Au port de Tanger, les bateaux de pêche sont cloués à quai. Depuis plusieurs jours, la zone côtière fait face à une forte houle et à des vents violents. La décision des autorités d'interdire les activités de pêche vient prévenir tout risque pour les marins. Parcs traditionnels, bateaux de pêche côtière et autres types de bateaux, tous sont concernés par la décision d'interdiction. Les pluies abondantes ont occasionné des vagues hautes et une forte houle. La météo n'est pas du tout favorable aux activités de pêche. Cette situation a également affecté les amateurs de la pêche sportive. Les compétitions sportives sont à l'arrêt. Les passionnés de pêche sportive n'ont donc qu'à prendre leur mal en patience. La décision de geler les activités de pêche intéresse les deux façades atlantiques et méditerranéennes de la ville du Détroit. Les perturbations météorologiques ont atteint leur point culminant durant le week-end dernier. Nous sommes obligés d'arrêter nos activités de pêche sportive durant cette période, de même que les compétitions. Cette décision est motivée par l'impact de la météo sur les résultats et les quantités de poissons pêchés. Les houles empêchent le bon déroulement des épreuves et occasionnent un rendement plutôt faible. Les marins regardent vers le ciel et espèrent une amélioration rapide de la météo afin de reprendre leurs activités professionnelles. Mais on sait qu'ils ne chantent pas. L'arrêt de la pêche est une bonne occasion de réparer et entretenir leurs bateaux et équipements de pêche. Un mot de sport, Futsal Week, le Maroc remporte le tournoi en battant la Roumanie 8-2. La sélection marocaine A, dirigée par Hichem Gig, s'est adjugé donc le titre grâce à 8 réalisations de Soufiane El Msrer, Soufiane Chahraoui, auteurs chacun d'un doublé, Soufiane Bourit, Idriss Raïs El Fenni, Othman Idrissi et Bilal El Bakkali. Ce tournoi sert d'ailleurs de préparation de l'équipe marocaine, championne d'Afrique, en titre aux prochaines échéances. C'est l'un des sites naturels et touristiques les plus emblématiques de la région d'Dakhla Oued Dahab, un joyau naturel qui fait partie des écosystèmes côtiers les plus importants sur la façade atlantique du Maroc. La baie de Dakhla abrite une incroyable biosphère. On y trouve une grande variété de poissons, mais aussi des espèces protégées. La Perle du Sud s'impose comme une destination écologique hors du commun. Selma Hamouche et Maria Oued. Au cœur de la lagune, c'est tout un écosystème qui prend vie.
Flamants roses, sternes et hérons y trouvent refuge lors des grandes routes migratoires. Et sous la surface, les eaux poissonneuses de la péninsule abritent des dauphins et des tortues marines. Autant de trésors vivants qui font de cet endroit un sanctuaire naturel d'exception. Dakhla abrite une incroyable biosphère. On y trouve une grande variété de poissons, mais aussi des espèces protégées que l'on peut observer à l'œil nu. Il y a aussi des mollusques, notamment des huîtres, des moules et des palourdes, sans oublier les nombreux bassins d'élevage que compte la région. C'est aussi une destination privilégiée pour les oiseaux migrateurs. Et avec ses plages labellisées pavillon bleu et sa flore résiliente qui participe activement à la protection des sols et du littoral, la Perle du Sud s'impose comme une destination écologique hors du commun. Dakhla est vraiment une ville à part, non seulement d'un point de vue environnemental, car la nature fait corps avec la ville, mais aussi d'un point de vue touristique, car ici tout est fait et pensé dans le respect de l'écosystème. Les habitants, eux aussi, adoptent dans leur vie de tous les jours les bons gestes citoyens pour continuer de préserver leur petit paradis. En véritable modèle de destination durable, Dakhla allie sport de glisse et tourisme responsable. Autant d'atouts qui font d'elle une perle écologique où l'homme vit en harmonie avec la nature. Et voilà, c'est depuis Dakhla que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur l'Oula 20h30. Excellente soirée, à demain.